Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thibault Lafont. Bonjour. Bonjour. Vous publiez donc PME et si elle nous sauvait, une voie pour réconcilier progrès social et prospérité économique. C'est signé Laurent Berger, parce que c'est aux éditions de l'Aube et qu'il y a un lien avec Laurent Berger. Tout à fait. Qu'on salue évidemment au passage. Vous défendez cette idée, qui n'est pas neuve, mais qu'il faut remettre dans le débat, donc notamment à l'occasion de l'élection présidentielle qui se profile l'année prochaine, que les PME sont parfois souvent absentes du débat public, même si le nouveau patron de la CPME, je trouve, fait beaucoup de choses pour les PME, Amir Rezatofighi. Bref, les PME pour vous peuvent jouer, doivent jouer, jouent déjà un rôle dans l'économie française, mais elles pourraient faire plus, en tout cas il faudrait les aider pour permettre de réduire les fractures économiques françaises. Tout à fait. Durant les 5 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer des centaines de dirigeants et salariés de PME partout en France. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'au-delà de leur impact dans le tissu économique français, elles représentent 99% des entreprises, c'est à peu près la moitié des emplois sur le territoire, mais au-delà de ces éléments du tissu économique, elles incarnent aussi et elles portent, on va dire, le progrès social dans les territoires, notamment à travers deux voies essentielles. La première, c'est leur capacité à maintenir de l'emploi, à maintenir du dynamisme dans des territoires parfois en difficulté. Et le deuxième sujet, c'est leur capacité à créer du lien humain et à fédérer les salariés autour de leur projet. Une PME ou PME ETI, c'est moins de combien de salariés au final? Alors, tout dépend de ce qu'on considère, mais c'est 250 salariés pour une PME. 500 pour une ETI? 500 pour une ETI. Après, dans ma vision de la manière dont je le défends, j'englobe aussi les TPE. Voilà, je ne suis pas sur la définition propre. Donc moins de 500 salariés, c'est voilà, globalement, c'est TPE, PME, voilà. Et ETI aussi ont un rôle fondamental. Bon, d'autant qu'elle crée de l'emploi. Chiffre à l'appui, vous vous rappelez qu'entre 2008 et 2020, c'est intéressant, hein, les ETE, PME, etc., ont créé en moyenne 45 000 emplois nets chaque année en France, pendant que les grands groupes, les multinationales, dont on a besoin aussi, bien sûr, mais en tout cas en détruisent quasiment autant chaque année en France. Comment on explique qu'il y a un décalage comme ça entre leur poids réel dans l'économie, ces PME au sens large, leur faible visibilité, le fait qu'elles soient contributeurs d'emploi là où les grands groupes vont à l'international notamment et ont une empreinte moins importante en France en termes d'emploi? Pour expliquer l'écart de visibilité dans le débat public, je pense qu'il y a un fait d'abord assez classique et logique. Les grandes entreprises, elles sont grosses, visibles, elles communiquent plus, donc de fait elles sont plus présentes. Et puis je pense qu'il y a un deuxième facteur, c'est depuis les années 2010, l'arrivée, on va dire, de la Startup Nation et de tout ce virage technologique qui a pris beaucoup de lumière et qui du coup, je pense, a invisibilisé ou du moins laissé de côté des PME plus traditionnelles, plus industrielles, même si depuis, je pense, quelques temps, c'est en train de changer. Et depuis les questions de retour sur le devant de la scène, de l'enjeu industriel, notamment pour des questions de souveraineté, on se réintéresse à l'industrie et donc de facto aux PME et notamment industrielles. Les différentes politiques menées en France depuis 10 ans ou plus, peut-être en ont fait trop pour les grands groupes et pas assez pour les PME ou on ne peut pas dire ça? Je ne vais pas m'amuser à essayer en tout cas de conflictualiser ou d'opposer les grands et les petits. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les aides publiques, par exemple le crédit impôt recherche, il est majoritairement capté par les grandes entreprises. Mais qui investissent plus en même temps. Il faut voir comparer une grande entreprise individuellement investit plus qu'une PME individuellement, mais si on prend la totalité des PME, bien sûr la totalité des grandes entreprises, je pense qu'on est sur des montants assez comparables. La question c'est pourquoi est-ce que les aides sont plus captées par les grandes entreprises que par les PME? Une des réponses, c'est aussi la capacité au sein de l'entreprise à aller chercher ces aides. Et je pense qu'il y a un enjeu à simplifier l'accès aux aides et de manière générale à simplifier les points administratifs. Si les aides étaient plus simples à décrocher, il y aurait plus de PME qui iraient les chercher? Je pense. C'est ça qui les rebute? En tout cas, ça fait partie. Quand on pose la question aux gens en général et aux jeunes en particulier, ils ont plutôt envie de travailler dans une PME ou dans un grand groupe? On dit dans un grand groupe, alors certes, il y a de la hiérarchie, mais il y a l'intéressement, la participation, il y a beaucoup d'avantages à être notamment dans une grande entreprise. La sécurité... Je pense ça change, ça évolue. Il y a une époque, en tout cas quand moi je suis arrivé jeune sur le marché du travail, le grand groupe était un peu l'Eldorado. Oui. Ouais.
Après, on a connu l'envie de la start-up et de cet écosystème un peu plus innovant. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les PME regagnent de l'attractivité. Et il y a un chiffre intéressant qui est que 80% des 18-28 ans, je crois, préféreraient travailler dans une petite ou moyenne entreprise. Et quels sont les avantages comparatifs d'une PME face à un grand groupe? Je pense que Pour un salarié qui s'interroge. Je pense qu'il y a une logique de quête de sens et de retrouver des choses concrètes dans un grand groupe. On est un maillon d'une très grande chaîne de valeur et donc on a un impact, mais il est souvent plus dilué et moins perceptible dans une PME. Quand on fait quelque chose, on a en général un périmètre et on voit assez vite le résultat de notre travail au quotidien. Pour vous, les PME, elles parviennent mieux à concilier performance économique et cohésion sociale? Je pense. Ça, c'est documenté ou c'est votre point de vue? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez documenté. Non, mais est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Est-ce que c'est difficile? C'est un ressenti. En fait, rien que sur la création, ce qu'on appelle cohésion sociale, si on le met, on peut y mettre plusieurs choses derrière. La présence territoriale, pour moi, fait partie de la cohésion sociale. Donc à partir de là, il y a déjà un premier fait. Et puis ensuite, si on regarde, vous avez rappelé la création d'emplois. Très clairement, quand on crée des emplois, on participe à la cohésion sociale. Donc oui, et ça, c'est documenté et chiffré. Par rapport à tous les grands défis de notre temps, la transition écologique, la souveraineté, encore une fois économique, pour vous, les PME sont bien placées pour répondre à ces grands défis et sans les opposer, parce que c'est important, parfois on les oppose aux grands groupes et c'est vrai qu'elles ont un donneur d'ordre au-dessus qui est le grand groupe et quand il est pressurisé, en cascade, après ça tombe sur la PME. Donc on a tendance trop à les opposer d'ailleurs en France, les grands groupes et les PME, à tort. Oui, je pense qu'il ne faut pas les opposer. Elles travaillent ensemble, elles sont partenaires, elles ont besoin. Les grands groupes ont besoin des PME, les PME ont besoin des grands groupes. Donc au contraire, il faut faire en sorte que l'écosystème fonctionne correctement. J'ai oublié votre question première. Non, c'est comment est-ce que les PME sont bien positionnées pour répondre aux grands défis de notre temps, économiques, écologiques, industriels. Donc justement, c'est un bon exemple de comment travailler en écosystème et en filière. Si on parle de la souveraineté industrielle, demain, pour retrouver de l'industrie, les PMI, les ETI auront forcément un rôle fondamental dans les territoires pour participer à cette réindustrialisation. Et puis sur la question, on va dire, de transition environnementale, je pense qu'elles ont aussi un rôle intéressant à jouer. Déjà parce qu'en termes de hauteur de marche, pour s'adapter et pour transformer leurs usages, elles seront plus mobiles, plus faciles à se transformer que les grosses Elles ont moins de moyens. Elles ont moins de moyens, mais il y a moins plus agile, mais moins voilà, de moyens. Ça va. Toute la question du financement, du soutien des PME autour de ces transitions va se poser. Mais en tout cas, elles peuvent servir d'exemple et il y a des belles réussites. S'il fallait libérer le potentiel de nos PME, quelle serait la réforme, pas ultime, mais prioritaire à mener pour un prochain gouvernement qui aurait une majorité dans les urnes? Compliqué d'en citer une, si vous me permettez, je vais en citer deux. Je pense une première. Trois alors. Alors trois. Non, deux. Non, mais on peut en faire trois. Une première pour moi autour de la question du financement. Je pense qu'il y a un enjeu, donc on parlait des aides, mais peut-être à reflécher une partie des aides vers les PME ou du moins de faciliter leur accès. Et puis peut-être aussi travailler sur la commande publique. Peut-être qu'il y a des leviers aujourd'hui qu'utilisent plus les Italiens et les Allemands pour flécher la commande publique vers les entreprises du territoire sans déroger au droit européen. Donc pour moi, ça pourrait être une première mesure. Toujours sur le financement, flécher l'épargne des Français. Je pense qu'il y a des choses à faire aujourd'hui sur comment on pourrait orienter l'épargne des Français à travers des livrets, à travers des fonds régionaux vers les PME industrielles françaises. Et puis après, il y a une question d'accompagnement. On parlait de simplification. Je pense qu'aujourd'hui, on a des normes, on a beaucoup de choses dans le pays qui pourraient être un tout petit peu simplifiées. Je pense que ça serait assez utile. Selon vous, les dirigeants de PME doivent davantage raconter un petit peu ce qu'ils font concrètement? Oui. Il y a un storytelling, alors un récit plus qu'un storytelling pour donner envie et il faut prendre la parole d'ailleurs dans le débat public. Je pense, quand on est un acteur aussi fondamental, on parlait du tissu économique, du tissu social, je pense qu'il faut raconter ces histoires-là. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour les mettre sur le devant de la scène, leur rendre hommage. Et c'est aussi un appel pour que chacun vienne raconter leur histoire, ce qu'ils font, et que tout le monde ait bien conscience que dans nos territoires, on a des PME formidables qu'on n'entend pas souvent dans les médias, mais qui ont... Et elles peuvent nous sauver. En quoi est-ce qu'elles peuvent nous sauver?
Le titre. C'est le titre. Hein. Oui, oui, c'est le titre. C'est le titre, hein, ça je ne l'ai pas inventé. Les PME, et si elles nous sauvaient. Hein. Le titre est un peu provocateur exprès. L'idée, c'est de dire aujourd'hui... Parce qu'elles n'ont pas la force de frappe pour, encore que mise toutes bout à bout. C'est mises toutes bout à bout, elles ont un poids, on le disait tout à l'heure, sur l'économie qui représente la moitié des salariés et 99% de l'entreprise. Donc c'est quand même un poids assez important. La question, c'est ce qu'elles incarnent et le modèle qu'elles incarnent. Aujourd'hui, ma conviction, c'est qu'on est arrivé à un moment où on est face à des défis qui sont très forts, les inégalités, la transition climatique, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui viennent bouleverser, on va dire, notre société. Et face à ça, je pense qu'on a besoin de modèles d'entreprises qui rassemblent, qui sont capables d'allier à la fois du progrès social, de la performance économique. Et en ça, les PME incarnent ce modèle-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre de leur manière de voir le business. Et donc, c'est en ça que je pense qu'elles peuvent nous sauver, entre guillemets. Oui, avec un État derrière qui doit mieux les soutenir. Et ce n'est pas juste des aides, etc. C'est des normes, des simplifications. Il y a plus à faire de la part de l'État pour libérer leur potentiel. C'est ça aussi le message. Et je pense que la première chose que doit faire l'État, c'est les considérer de près pour ce qu'elles sont et adapter, on va dire, les politiques publiques à leur réalité. Allez, merci beaucoup. Entretien avec vous, Thibault Lafont, PME et si elle nous sauvait aux éditions de l'Aube. Merci à vous. Merci à vous.